червона калина похилилася, чогось наша славна Україна зажурилася, а ми тую червону калину піднімемо, а ми нашу славну Україну, гей, гей, розвеселимо. Ой, у лузі червона калина похилилася, чогось наша славна Україна зажурилася, а ми тую червону калину піднімемо, а ми нашу славну. Bonjour tout le monde, merci pour l'invitation. Voilà, moi je travaille sur la Russie et le Caucase. Je suis allée en Ukraine, mais la dernière fois ça remonte à 2017, à Odessa, à Dnipro, et voilà, je ne travaille pas spécifiquement sur l'Ukraine. Et ce que je voudrais faire, en fait, c'est peut-être avant les questions, et ben déjà remercier bien sûr les organisateurs et puis me réjouir, enfin voilà, qu'on ait eu la parole d'un Ukrainien, parce que je pense que c'est absolument fondamental et indispensable. Je voulais peut-être réagir aux différentes interventions, enfin essayer un peu de rassembler quelques idées et proposer des lectures en fait, enfin, des grilles de lecture, si je puis dire, sur ces questions-là. Déjà la question de l'Empire, parce qu'elle a été abordée à différents degrés et selon différentes échelles. Moi je pense en tout cas qu'il faut rappeler une chose fondamentale, c'est qu'il y a en Occident une très très grande difficulté à reconnaître la dimension impériale et coloniale du rapport de la Russie à ce qu'on appelle son étranger proche et aux États indépendants qui sont autour de la Russie mais qui faisaient partie de l'Union soviétique en tant que république soviétique et qui ont été reconnus comme États indépendants après l'effondrement de l'Union soviétique. Et ça je crois que c'est déjà véritablement un écueil pour la pensée de cette question ukrainienne qui continue, si je puis dire, à polluer, à parasiter et à faire obstacle à une réflexion qui soit une réflexion juste et fine en termes d'analyse sur ce qui est en train de se jouer. Donc ça c'est la première chose. Alors pourquoi est-ce qu'on a cet écueil et pourquoi est-ce qu'on a ce brouillage? Parce qu'on a évidemment en Occident cette lecture des empires comme étant les empires ultramarins. Et les empires coloniaux ultramarins, la Belgique et le Congo, la France, l'Algérie. Et du coup, c'est vrai que parfois ça handicape la pensée ici pour réfléchir à ce qui est en train de se jouer en Ukraine, comme d'ailleurs ça a même aussi handicapé la pensée pour penser, alors Mireille a prononcé le mot Tchétchénie, et je te remercie parce que pour avoir beaucoup travaillé sur la Tchétchénie, je ne peux pas ne pas régulièrement rappeler à quel point les pratiques de violence qui sont mises en œuvre à grande échelle en Ukraine dans les zones occupées rappellent les pratiques de violence qui ont été mises en œuvre en Tchétchénie pendant des années et qui ont produit des effets maintenant sur la nature du régime de Kadyrov en Tchétchénie. Donc ça, je pense que déjà, première, disons, prise de conscience à avoir et premier acte de lucidité à opérer, c'est penser cette guerre, effectivement, en termes impérial et colonial. En reconnaissant le fait qu'il y a des empires d'un seul tenant continental, et que donc l'empire tsariste, puis la façon dont l'Union soviétique a réactualisé des logiques d'empire, que ce soit en termes de colonialisme culturel, que ce soit en termes d'envoi et d'installation d'élites russes, hein, c'est pas un hasard si on a parlé, et de population russe, c'est pas du tout un hasard si on a parlé de pieds rouges au moment de l'effondrement de l'Union soviétique, quand force a été de constater qu'il y avait 25 millions de Russes, en dehors, je pourrais mettre une carte, 25 millions de Russes qui étaient dans les États indépendants hors de la Fédération de Russie au lendemain de l'effondrement de l'Union soviétique, parce qu'il y avait des populations russes, slaves, envoyées dans les capitales des républiques, des républiques soviétiques au sein de l'Union soviétique, et qui donc, du jour au lendemain, tout en étant russes au sens ethnique, se sont retrouvés à l'étranger, puisqu'ils étaient au Kazakhstan, en Arménie, en Géorgie, dans les capitales, et y compris dans les capitales aussi de républiques à l'intérieur de la Fédération de Russie, donc à Grozny, à Nanchik.
Donc ça, la question des piliers rouges est très importante. La question des élites et des cadres, c'est-à-dire cadres politiques au sein des structures des partis communistes locaux dans les différentes capitales, cadres économiques. Et donc, bien souvent, notamment lorsque le pouvoir soviétique se méfiait de certains peuples, donc colonisés à l'époque tsariste et soviétisés à l'époque soviétique, il y a une discrimination, malgré donc, ce que proclamait la Constitution soviétique, qui elle proclamait une égalité en droit. Donc effectivement, là, à la différence de certains empires ultramarins et coloniaux, le formel proclamait l'égalité en droit, le réel produisait de la discrimination, des déportations, 1944, différents peuples déportés par Staline, Holodomor, la famine ukrainienne, dont il est évidemment essentiel de parler ici, puisqu'on parle de l'Ukraine, une famine artificiellement organisée qui anéantit aussi des Russes et des Kazakhs, qui se produit aussi dans le nord du Kazakhstan et à l'ouest de la Russie, mais qui fait l'essentiel de ses victimes en Ukraine, donc entre 2,5 millions et 7 millions selon les différentes estimations historiques, et qui est perçue par beaucoup d'Ukrainiens comme une logique génocidaire. Donc évidemment, il est très important de se rappeler tout ça pour assumer en fait et accepter ce qu'ont parfois vraiment des difficultés, notamment certains mouvements de gauche extrême, accepter de penser cette question de l'Empire. Et d'ailleurs, moi je pense que c'est très important et assez intéressant de voir comment Vladimir Poutine, dans ses différents discours et dans ses différentes formulations, fait régulièrement référence à l'Empire. Il a pourfendu très fort Lénine dans son discours du 21 février en imputant justement à Lénine la responsabilité d'avoir justement donné à l'Ukraine le Donbass, d'intégrer dans l'Ukraine soviétique voilà, le Donbass. Il a pourfendu Khrouchtchev pour avoir donné la Crimée à l'Ukraine soviétique. Donc en fait, les soviétiques sont moins ses amis sur la question de l'Ukraine que le pouvoir tsariste. Et les dernières références récentes, c'est Pierre le Grand, la guerre contre les Suédois, avec une légitimation par Vladimir Poutine du fait que l'Empire est légitime pour aller récupérer des terres. Et donc la guerre de 20 ans de Pierre le Grand contre les Suédois est légitimée aux yeux de Vladimir Poutine. Donc je crois que ça c'est aussi très intéressant en termes de référence. Et si on va un tout petit peu plus loin, et ça a été beaucoup évoqué en 2017 au moment des 100 ans de la révolution de 1917, enfin de deux révolutions, celle de février et puis celle d'octobre, qui est bien souvent qualifiée de coup d'État, c'était aussi de voir comment la narration officielle russe, du pouvoir russe, justement, se gardait bien de commémorer et d'organiser de façon solennelle un quelconque centenaire qu'il soit, parce que précisément, la notion de désordre et la notion de révolution ne fait pas partie du viatique de Vladimir Poutine. Donc en fait, les références, le socle de références historiques dans lesquelles puise Vladimir Poutine est beaucoup plus arrimé à la question de l'Empire tsariste. Donc ça, je pense que c'est extrêmement important. Donc ça, c'était ma première série, disons, de réflexion à chaud par rapport à ce que je viens d'entendre. La deuxième série de réflexion, là encore à chaud, c'est sur la question du clivage droite-gauche. Puisque, alors, c'est très intéressant, Denis, qui a effectivement montré quel est le vivier et quelles sont les pensées à gauche qu'on peut trouver en Ukraine. Il y a quelqu'un comme Karine Clément qui, sur la gauche russe, pourrait aussi beaucoup nourrir le débat, parce qu'elle connaît de façon extrêmement fine la question des différents débats. Moi, je pense que là aussi, nous avons des œillères ici pour penser les dynamiques politiques internes, qu'elles soient russes ou ukrainiennes, même s'il y a des différences fondamentales et de plus en plus entre les deux sociétés et la façon dont elles produisent du politique. Mais c'est quand même que ce clivage droite-gauche, parfois, il nous empêche plus de penser qu'autre chose. Quand on l'importe, si je puis dire, ou quand on le calque sur les situations post-soviétiques. Pourquoi? Parce qu'en fait, le régime soviétique était un régime autoritaire, pour ne pas dire dans certaines années de la gouvernance stalinienne totalitaire. Et donc, finalement, voilà, quelles qu'aient pu être les idées socles, là encore, ou les idées séminales qui ont produit ce régime, ou qui aient pu être classées à gauche, ces idées, elles ont produit un régime extrêmement répressif. Et dans mon point 1 sur l'Empire, j'ai parlé de l'Holodomor, j'ai parlé des déportations, et on pourrait aussi bien sûr parler des purges, et donc de la question de la destruction
totale du pluralisme politique, qui commence dès les années, enfin juste après la Révolution, avec le parti se renforçant, s'épurant, et donc en fait avec l'impossibilité d'un droit de tendance au sein du parti. Donc on a déjà une logique en fait qui est assez, en termes d'inversion du sens des mots, enfin la destruction des semi-démocratiques, elle est immédiate après la Révolution d'octobre 1917. Et donc ça c'est évidemment très important quand on pense la gauche, et quand on pense depuis la gauche ici, les rapports de force politique dans l'espace post-soviétique, parfois on est aveuglé ou on est induit en erreur par des schèmes de pensée produits ici. Et donc je trouve que c'était intéressant, on peut se tutoyer, Denis, ce que tu disais sur la désespérance de la gauche ukrainienne par rapport au pacifisme des gauches, ou extrême gauche et partie des gauches d'Europe occidentale. Parce qu'en fait, finalement, là encore, je pense que ça nous empêche plus de penser qu'autre chose si on ne raccorde pas à mon point 1, c'est-à-dire à la question de la résistance à une poussée coloniale, la question de la société civile, du pluralisme, de la démocratie, et justement de la possibilité de penser les questions économiques et sociales dont tu as parlé, à travers le fait que des réformes continuent à être posées à la Rada ukrainienne, y compris en pleine guerre, et des réformes qui peuvent avoir comme conséquence de réduire la portée de certains droits sociaux ou syndicaux, et sur lesquels il faut être évidemment extrêmement vigilant en tant que citoyen. Mais je voudrais simplement renvoyer à une idée qui a été très travaillée par les sociologues au moment de l'effondrement de l'Union soviétique, c'est qu'en fait, la dépolitisation, après l'effondrement de l'Union soviétique, a été vécue par la société, notamment russe, post-soviétique, comme une émancipation. C'est-à-dire, aussi étrange que ça puisse paraître, mais après avoir mangé du chocolat qui s'appelait Octobre Rouge et allumé la radio tous les matins en entendant l'hymne soviétique, les gens vivaient la libération, de cette dépolitisation comme une libération. Et ça, je pense que là encore, si on n'a pas ça en tête, on a beaucoup de mal à penser le tissu politique post-soviétique, et notamment ce qu'on appelle souvent un petit peu par paresse l'apathie de la société russe d'aujourd'hui. En réalité, il y a une conjugaison, il y a une combinatoire dans la société russe entre ce qui a été vécu comme finalement un soulagement, se dépolitiser dans les années 90, et une difficulté à se réapproprier le politique. Alors on pourrait en parler des heures, mais sachant que la décennie 90, là aussi, a produit un danger funeste dont je pense la société russe est encore l'héritière aujourd'hui, à savoir le discrédit durable du projet démocratique à cause de la façon dont, sur le plan économique et social, la société a été malmenée, appauvrie, vraiment prise de plein fouet par les réformes économiques et par la façon dont un certain nombre de recettes économiques sur l'introduction du capitalisme en Russie ont été mises en place d'une façon extrêmement sauvage. Avec la coproduction quand même d'un certain nombre d'élites russes autour de Boris Eltsine et donc au Kremlin. C'est-à-dire qu'il y avait en Russie même, donc une production, si je puis dire, endogène de cette thérapie de choc qui a pris des proportions extrêmement douloureuses. Et donc, il n'est pas du tout étonnant que la grande majorité des Russes n'ait pas beaucoup aimé la démocratie. Si démocratie, ça voulait dire perdre son boulot, ne plus pouvoir survivre, tout à coup devoir payer des charges pour vivre dans son appartement, se chauffer, etc. Et ne plus avoir de vacances. Enfin voilà, la destruction finalement du tissu soviétique et de ce qu'il pouvait garantir sur le plan social en termes donc, de vie quotidienne n'a pas été compensée par un quelconque amour des libertés démocratiques, puisque si votre frigo est vide et si vous luttez pour survivre, les idées ne sont plus tellement prioritaires, et ce sont bien plus les idées justement impériales ou néo-impériales, ou parfois de conservateurs communistes durs, qui prennent le dessus en termes de combinatoire entre les différents strates de nostalgie et qui viennent d'une certaine façon compenser en quelque sorte le très grand désarroi économique et social. Compensation qui, elle, a existé dans les nouveaux États indépendants, puisqu'ils avaient au moins cette rétribution symbolique d'être indépendants. Et ça n'est pas mineur, et ça n'est pas mineur dans la trajectoire du peuple ukrainien,
depuis 1991, à travers aussi des moments très intéressants de révolution ou d'épisodes révolutionnaires qui ne datent pas de 2013-2014, mais qui avaient déjà connu un moment très intéressant en 2004, et qui avaient connu en 90-91 également un moment très intéressant à travers les mobilisations d'étudiants et de tantes, et donc un premier Maïdan en fait, qui croisait la question de la démocratie et la question de la libération nationale. Et donc je crois qu'en fait, il faut vraiment penser ces questions de façon liée. Et alors je finirai juste, j'ai lu ce matin il y a des chaînes Telegram extrêmement intéressantes, et c'est un petit peu, ce sont un peu les îlots de maintien, de survie et aussi de fourmillement. Et c'est pour ça qu'il faut quand même se rappeler qu'en Russie, il y a encore, et je pense qu'il y aura toujours, enfin, malgré tout, un renouvellement d'activisme, de résistance, d'inventivité, même s'il est très circonscrit et qu'il est toujours exposé à un rouleau compresseur très puissant et très destructeur. Mais je lisais une interview d'un groupe qui s'appelle Printemps, une interview de 2 jeunes Russes qui pensent la question de la résistance à cette guerre depuis la Russie, qui pensent la question de savoir est-ce qu'il faut partir ou est-ce qu'il faut rester, sachant qu'il n'y a plus... On ne sait pas très bien combien de dizaines de milliers de Russes ont quitté la Russie depuis le 24 février, mais ça se compte probablement en centaines de milliers. On n'a pas de chiffre exact, c'est très très évolutif, mais enfin on parlait de 200 000 Russes qui auraient quitté la Russie déjà après le 4 mars, au moment de la loi qui pénalise de 15 ans de prison potentiellement toute personne qui utiliserait le mot guerre pour parler de cette opération spéciale qui est le terme officiel du Kremlin, ou qui porterait atteinte à l'image de l'armée russe en Ukraine. 200 000 début mars, alors est-ce qu'on est à 400 000, est-ce qu'on est à 600 000, est-ce que, bon, il y a aussi des gens qui ont pu retourner, bon voilà, hein, on est dans un moment d'une telle dynamique et tellement évolutive que c'est difficile de mettre un chiffre, mais ce qui est très intéressant, c'est que cette question de partir ou rester, elle se pose en termes de choix moral pour beaucoup de Russes, selon évidemment la situation de chacun et ce qu'il pense pouvoir faire dans telle ou telle situation. La question de quoi faire quand on reste, et donc là on voit qu'il y a quand même une multitude de petites formes de résistance du quotidien. Alors ça va de l'écrire, alors tout à l'heure Colline a montré Nahuy, Ruski Karab, Nahuy, donc le bateau russe, c'était au moment de l'île au serpent, va te faire foudre. Bon ben voilà, je parlais récemment avec des collègues russes, certains qui ont quitté la Russie, d'autres qui sont en Russie, et qui disaient, voilà, qui parlaient d'une île de Russie sur laquelle il y avait écrit Nahuy sur une statue de Lénine, au dos d'une statue de Lénine. Évidemment c'est immédiatement effacé. Bon alors là on est au mois de juin, mais quand l'invasion a commencé il y avait beaucoup de neige, et le nombre de gens qui ont écrit non à la guerre dans la neige, le nombre de personnes qui sont sorties avec des papiers, 3 points, des petites astérix, et puis ensuite 5 petits astérix en dessous pour dire niet va niet, c'est un non à la guerre, et juste en mettant les petites astérisques, la police interprète ce qui est pensé par, et elle l'interprète de façon directe, c'est-à-dire c'est non à la guerre et elle embarque. Des personnes qui sont sorties avec des papiers blancs et qui ont été embarquées. Vous avez vu, et elle est en vente ici, la carte postale du happening de Natalia Perova, donc de 2 femmes devant le ministère des Affaires étrangères à Moscou qui sont donc maculées de sang, et pour faire en fait écho à Boutcha. Donc évidemment, il y a toute une réactualisation en fait de procédés qui étaient très largement qui était pratiqué à l'époque soviétique quand il fallait en permanence agir pour échapper à la censure, échapper à la répression, échapper à la police politique, enfin, voilà, et qui se remettent au goût du jour en quelque sorte avec différentes formes d'inventivité. Et à la fin de cette interview, donc c'est Litvin et Martinenko, les 2 jeunes qui répondent à cette interview donc du groupe Viesna, le printemps, et qui disent en fait, dans la résistance, en Russie même, il y a une variété de points de vue, il y a une diversité de points de vue, et il y a des anarchistes, et il y a des gens de gauche, et il y a ce qu'on appelle les libéraux en Russie, qui sont des libéraux au sens politique, qui ont des positions assez libérales sur le plan économique, mais quand on parle des libéraux en politique, on parle vraiment de ceux qui sont pour l'état de droit, pour des élections libres qui soient le reflet de la volonté populaire, pour qu'il y ait du débat au Parlement, pour qu'en fait la conflictualité dans une situation pacifiée et démocratique puisse jouer son rôle de moteur
dans l'échange des idées, la confrontation d'idées, sans que l'usage de la violence ne soit de mise. Et en fait, ils disent à la fin de cette interview, et je trouve ça assez intéressant et peut-être éclairant pour la discussion ici, notamment sur la question de la gauche, ils disent, mais oui, il faut qu'on parle avec tout le monde. Tous ceux qui ont envie de résister en Russie sont les bienvenus dans tout ce qui est un débat, puisque l'enjeu premier, c'est une Russie démocratique. C'est un parlement avec des élections qui fonctionnent. Et c'est donc un débat d'idées où, effectivement, le moment venu, on peut se mobiliser contre une loi qui réduirait les droits des syndicalistes ou les droits sociaux, et où on peut échanger et se battre contre une guerre. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que cette interview, la phrase qui a été prise de cette interview, c'est les régimes démocratiques ne font pas la guerre. C'est-à-dire qu'en fait, tout l'argumentaire, alors, ne font pas la guerre en tout cas entre eux. Voilà, je sais bien que ça a été évoqué la question de l'Irak et de l'Afghanistan, mais ils parlent depuis la Russie. Et ils disent que la première urgence, c'est de pouvoir mettre fin à ce régime, pouvoir construire les bases de la démocratie. Voilà.